Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui, je vous préviens, n'est pas des plus joyeux, mais qui est absolument essentiel pour comprendre une part sombre et déterminante de notre histoire mondiale. On va parler de l'esclavage, non pas en général, mais spécifiquement dans le contexte des plantations de sucre. Plus précisément, on va se demander pourquoi était-ce une véritable horreur de n'être esclave dans un moulin à sucre. Imaginez un instant que votre destin soit scellé avant même votre premier souffle, que chaque jour de votre vie soit synonyme de labeur éreintant, de violence incessante et d'une absence totale de liberté. C'est la réalité qu'ont vécu des millions d'individus, arrachés à leur terre ou nés dans des conditions infernales pour satisfaire une demande grandissante, celle du sucre. Ce doux cristal, aujourd'hui omniprésent dans nos vies, a un passé amer, teinté de sang et de larmes. Les plantations de sucre, ces vastes étendues agricoles qui s'étendaient dans les Caraïbes, en Amérique latine et dans le sud des États-Unis, n'étaient pas de simples fermes. C'étaient de véritables usines humaines, conçues pour maximiser la production au détriment de toute dignité. Pendant des siècles, le sucre a été le moteur d'une économie mondiale brutale. De l'Europe aux Amériques, sa demande a explosé, transformant des îles tropicales en centres de production intensifs. Mais derrière chaque morceau de sucre, il y avait le travail forcé, les souffrances indicibles et la vie volée de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Cet épisode de l'histoire, souvent réduit à quelques lignes dans les manuels scolaires, mérite une exploration plus profonde pour que nous puissions saisir toute l'ampleur de cette injustice. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi, dès l'instant de votre naissance, si vous étiez destiné à cette vie, votre existence était déjà une lutte acharnée, sans espoir d'évasion. Attachez-vous ceinture car ce voyage dans le passé n'est pas pour les âmes sensibles, mais il est crucial. Pour comprendre l'horreur de n'être esclave sur une plantation de sucre, il faut d'abord comprendre le rôle central du sucre dans l'économie mondiale de l'époque. Au début, le sucre était un produit de luxe, une denrée rare et précieuse réservée aux élites européennes. Il venait principalement d'Asie et du Moyen-Orient, et son coût était exorbitant. Mais la découverte des Amériques a tout changé. Les climats tropicaux des Caraïbes et du Brésil se sont avérés idéaux pour la culture de la canne à sucre. C'était une véritable aubaine pour les puissances coloniales européennes, l'Espagne, le Portugal, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. Elles ont vu là une opportunité en or de produire du sucre à grande échelle, de le rendre plus accessible et surtout de s'enrichir démesurément. Le problème, c'est que la canne à sucre est une culture exigeante. Elle demande un travail intense et constant, depuis la plantation des boutures jusqu'à la récolte et la transformation. Les populations autochtones des Amériques, décimées par les maladies apportées par les Européens et refusant de se soumettre à l'esclavage, n'étaient pas une main-d'œuvre suffisante. C'est ainsi qu'a débuté l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité, la traite transatlantique des esclaves. Des millions d'Africains ont été arrachés à leur foyer, transportés dans des conditions inimaginables à travers l'océan Atlantique pour travailler dans les plantations du Nouveau Monde. Le sucre est devenu l'or blanc, la principale source de richesse pour ces empires coloniaux, finançant guerre, villes et luxe en Europe. Ce n'était pas juste un produit, c'était le moteur d'une économie. La demande de sucre a explosé au XVIIIe siècle, avec l'essor de boissons comme le café et le thé, qui sont devenues monnaie courante même pour les classes moyennes. Le sucre est passé du statut de luxe à celui de nécessité quotidienne. Cette consommation massive a créé une boucle infernale. Plus il y avait de demandes, plus il fallait de plantations, plus il fallait de main-d'œuvre et donc plus d'esclaves. Les îles des Caraïbes, comme la Jamaïque, la Barbade, Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et la République dominicaine, et la Martinique sont devenues de véritables empires sucriers, transformant des paysages entiers en champs de canne. Ces plantations étaient de vastes complexes industriels avant l'heure, avec leurs propres infrastructures, champs, moulins, raffineries, habitations pour les maîtres et les esclaves. Le système était conçu pour être impitoyable. Chaque étape du processus, de la culture à la commercialisation, était optimisée pour le profit. Et au cœur de cette optimisation se trouvait la main-d'œuvre esclave, considérée non pas comme des êtres humains, mais comme du bétail, des outils, jetables. La vie d'un esclave avait moins de valeur que celle d'un cheval ou d'une machine, car les esclaves pouvaient être remplacés par de nouvelles cargaisons venues d'Afrique ou par les naissances sur les plantations mêmes. C'est dans ce contexte de consommation insatiable et de déshumanisation totale que se déroulait la vie de ceux qui naissaient esclaves dans ces raffineries de sucre à ciel ouvert. Ils étaient nés dans une machine géante, dont la seule fonction était de transformer leur sueur, leur sang et leur vie en profit pour autrui. Imaginez la scène.
Un sol riche, un soleil brûlant, une humidité écrasante. C'est le théâtre de la culture de la canne à sucre. Cette plante, qui peut atteindre plusieurs mètres de haut, était coupée à la machette, un travail exténuant et dangereux. Une fois coupée, la canne devait être traitée rapidement avant que le sucre ne commence à fermenter. Cela signifiait des journées de travail sans fin, souvent sous le fouet, et des nuits tout aussi épuisantes dans les moulins. Il n'y avait pas de répit. Les maîtres des plantations et leurs surveillants étaient sous la pression constante de la rentabilité, et cette pression était entièrement répercutée sur les esclaves. La productivité était la seule mesure de succès, et elle était atteinte par la violence et l'exploitation systématisée. Les sucreries, ou engenhos en portugais, étaient des complexes d'une efficacité brutale. Chaque détail était pensé pour maximiser le rendement. Les esclaves n'étaient pas juste des ouvriers, ils étaient des pièces d'une immense machinerie. Ils étaient nés pour travailler et rien d'autre. Leur espérance de vie était terriblement courte, souvent inférieure à 10 ans une fois arrivés sur la plantation, à cause des conditions de travail, de la malnutrition et des maladies. Pour ceux qui naissaient directement sur ces terres, la situation n'était guère meilleure. Ils héritaient d'une vie de servitude totale, sans aucun souvenir d'une quelconque liberté, sans autre horizon que le champ de canne et le moulin. C'est cette perspective que nous allons explorer plus en détail en nous penchant sur les conditions de vie dès la naissance. Comprenez bien que le sucre n'était pas un produit anodin, il était le symbole d'une ère de colonialisme, de violence et d'une déshumanisation sans précédent. Maintenant que nous avons le contexte, parlons de ce que cela signifiait concrètement de naître esclave sur une plantation de sucre. Ce n'était pas juste une vie difficile, c'était une existence où la notion même de liberté était inexistante, où les droits fondamentaux étaient niés dès le premier cri. Dès votre naissance, vous étiez la propriété du maître de la plantation. Vous n'aviez pas de nom propre au sens où nous l'entendons, pas d'identité légale indépendante. Vous étiez un bien, un meuble, au même titre qu'un outil ou un animal, inscrit sur un registre, une ligne dans un inventaire. C'est une réalité difficile à concevoir pour nous aujourd'hui, mais c'était la norme absolue. Votre mère, elle-même esclave, n'avait aucun droit sur vous. Elle n'avait pas le droit de vous élever comme elle l'entendait, de vous protéger, de vous enseigner, ni même de décider de votre avenir. Vous pouviez vous être arraché à tout moment, vendu à un autre propriétaire, échangé ou simplement déplacé vers une autre partie de la plantation sans son consentement. Ce déracinement forcé de la cellule familiale était l'une des cruautés les plus profondes du système. Il visait à briser les liens, à empêcher la formation de communautés fortes et solidaires qui auraient pu représenter une menace pour l'ordre établi. Le système colonial cherchait à effacer toute forme d'autonomie personnelle et collective. L'absence d'identité légale allait de pair avec l'absence de toute perspective d'éducation ou d'ascension sociale. Il n'y avait pas d'école pour les enfants esclaves, pas de livres, pas d'opportunité d'apprendre à lire ou à écrire. L'illetrisme était sciemment maintenu pour éviter toute forme de rébellion ou de prise de conscience. Un esclave éduqué était perçu comme un danger. Leur seul apprentissage était celui du travail, de l'obéissance et de la survie dans un environnement hostile. Dès leur plus jeune âge, les enfants étaient mis au travail, leurs petites mains étant utiles pour des tâches moins exigeantes au départ, comme cueillir des mauvaises herbes ou porter de l'eau, mais très vite, ils rejoignaient les rangs des adultes dans les champs. L'espérance de vie des enfants nés esclaves était tragiquement basse. Les conditions de vie, la malnutrition, les maladies, le manque d'accès aux soins médicaux ou des soins très rudimentaires et inefficaces rendaient leur survie difficile. Les bébés et les jeunes enfants étaient particulièrement vulnérables. Les mères esclaves devaient souvent retourner travailler très peu de temps après l'accouchement, laissant leur nouveau-né sous la garde d'autres femmes âgées ou de jeunes enfants, souvent avec des ressources limitées. La fatigue, la faim et le stress constant affectaient la santé des mères et par conséquent celle de leurs enfants. C'était un cercle vicieux de misère où chaque génération héritait des souffrances de la précédente, sans fin apparente. Le système esclavagiste était également structuré par la violence. Le fouet était l'outil principal de maintien de l'ordre et de la productivité. Les châtiments corporels étaient monnaie courante, non seulement pour punir les fautes, réelles ou imaginaires, mais aussi pour inspirer la terreur et prévenir toute tentative de rébellion. Les enfants n'étaient pas épargnés, ils étaient témoins de cette violence dès leur plus jeune âge et en étaient souvent victimes eux-mêmes. Cette exposition constante à la brutalité avait des conséquences psychologiques dévastatrices, créant un traumatisme générationnel qui a marqué des millions de familles pour des siècles.
La peur était un compagnon constant, une ombre planant sur chaque interaction, chaque décision. La déshumanisation était totale. Les esclaves n'étaient pas autorisés à témoigner en justice contre un blanc, leur mariage n'était pas reconnu légalement et leur corps était sujet à toutes les formes d'abus. Naître esclave, c'était naître sans humanité reconnue par la loi, sans dignité, sans aucun contrôle sur son propre corps ou son propre destin. C'était être réduit à un état d'objet, de force de travail, dont la seule valeur était sa capacité à produire du sucre pour le profit d'autrui. Et le pire, c'était l'absence d'espoir. Pour beaucoup, il n'y avait pas d'issue, pas de possibilité d'échapper à cette condition. C'est un point crucial. L'esclavage n'était pas une punition temporaire pour un crime, c'était une condition innée et perpétuelle, transmise de mère à enfant, une malédiction héréditaire imposée par la force et l'avidité. Ce système était d'une cruauté calculée. Il ne s'agissait pas seulement de travail forcé, il s'agissait de l'anéantissement de l'esprit, de l'identité et de la volonté. Les colons européens ont créé des sociétés esclavagistes où la hiérarchie raciale était rigide et inébranlable, où la couleur de peau était synonyme de statut, de droit et de destin. Nul ne pouvait échapper à la couleur de sa peau et nul ne pouvait échapper à la condition d'esclave qui y était associée. Le seul avantage de naître sur la plantation par rapport à être transporté d'Afrique était peut-être une certaine familiarité avec l'environnement et la langue locale, mais cela ne changeait rien à la servitude fondamentale. Les enfants esclaves, dès leur plus jeune âge, étaient témoins de cette réalité brutale et intériorisaient leur place dans ce monde. Ils voyaient leurs parents se briser au travail, être battus, mourir prématurément. Ils grandissaient avec la conscience de leur propre impuissance. Leur monde était circonscrit par les limites de la plantation et l'idée d'une vie au-delà de ces champs était une utopie dangereuse. La survie même dépendait d'une obéissance forcée, d'une adaptation constante à l'arbitraire et à la violence des maîtres. C'était une enfance volée, une adolescence inexistante et une vie d'adulte marquée par la servitude. Loin d'être une simple force de travail, l'esclave était l'engrenage le plus essentiel et le plus maltraité de toute la machinerie sucrière. Maintenant, parlons du cœur de la plantation, les champs de canne. C'est là que la majorité des esclaves passaient l'essentiel de leur vie, du lever au coucher du soleil, et souvent bien au-delà. Le travail dans les champs de canne à sucre était d'une intensité physique extrême, épuisante et dangereuse. Il ne s'agissait pas d'une agriculture de subsistance, c'était une monoculture industrielle, exigeant une main-d'œuvre massive et constante. Imaginez-vous sous un soleil tropical écrasant, avec une humidité étouffante, debout dans des champs où la canne peut atteindre 3 à 4 mètres de hauteur. L'air est lourd, les insectes piquent, et la seule perspective est la tâche interminable qui vous attend. La première étape était la plantation. Après avoir préparé le sol, souvent avec des outils rudimentaires, les esclaves devaient planter des boutures de canne à la main. C'était un travail courbé, répétitif, qui mettait à rude épreuve le dos et les genoux. Puis venait l'entretien. Il fallait désherber, amender le sol, et s'assurer que les jeunes pousses avaient suffisamment d'eau et de nutriments. Toutes ces tâches étaient effectuées sous la surveillance constante des contremaîtres, souvent à cheval, armés de fouets et prêts à l'utiliser à la moindre faiblesse ou ralentissement. La cadence était infernale, et le moindre signe de fatigue pouvait être interprété comme de la paresse, entraînant des punitions sévères. La tâche la plus épuisante et la plus emblématique était la récolte, la coupe de la canne. C'était un travail qui exigeait d'une force physique brute et une endurance surhumaine. Les esclaves utilisaient de lourdes machettes, tranchantes comme des rasoirs, pour couper les tiges de canne à la base. La canne est dure, fibreuse, et il faut en couper des milliers de tiges chaque jour. Les risques de blessures étaient immenses. Coupures profondes aux mains et aux jambes, chutes, blessures causées par la machette elle-même. Et ce n'est pas tout. Les feuilles de canne sont extrêmement coupantes et hérissées de petites épines, provoquant d'innombrables petites coupures et irritations de la peau, qui pouvaient facilement s'infecter dans ces conditions d'hygiène déplorables. La récolte n'était pas seulement physiquement épuisante, elle était aussi incessante. Une fois coupée, la canne devait être transportée rapidement vers le moulin. Elle perd son sucre si elle n'est pas traitée dans les 24 à 48 heures. Cela signifiait que les esclaves devaient travailler sans relâche, souvent pendant des périodes de 16 à 18 heures par jour pendant la saison de coupe, sans week-end ni jour férié. Imaginez le travail de nuit, à la lueur des torches, la fatigue s'accumulant, les corps brisés, la faim et la soif constantes.
Les charrettes tirées par des bœufs ou les têtes des esclaves étaient utilisées pour transporter les lourdes bottes de canne du champ au moulin. C'était un fardeau supplémentaire, exigeant encore plus de force et d'endurance. Les conditions météorologiques étaient un ennemi implacable. Les coups de chaleur étaient fréquents, l'exposition prolongée au soleil sans protection adéquate entraînait des maladies de peau et des insolations. Les pluies tropicales transformaient les champs en bourbiers, rendant le travail encore plus pénible et augmentant les risques de maladies transmises par les moustiques, comme le paludisme et la fièvre jaune, auxquels les esclaves étaient particulièrement vulnérables en raison de leur état de faiblesse généralisée et de leur système immunitaire affaibli par la malnutrition. Il y avait peu de pauses et les repas étaient souvent maigres et consommés sur le pouce. Le repos était un luxe rare et précieux. Les nuits étaient courtes, passées dans des cabanes insalubres, sur des sols de terre battue. Le sommeil était souvent perturbé par la douleur physique, la faim, la chaleur et l'angoisse du lendemain. Le corps des esclaves était traité comme une machine qui devait fonctionner jusqu'à l'épuisement total, sans égard pour sa résistance ou sa capacité de récupération. Beaucoup mouraient d'épuisement, de maladies ou de blessures non traitées, directement dans les champs. Leur corps était simplement jeté dans une fosse commune. La brutalité physique n'était qu'une partie de l'équation. Il y avait aussi la violence psychologique, l'humiliation constante, le fait d'être traité comme un sous-homme, l'impossibilité de prendre des décisions pour soi-même ou sa famille. La vie était une lutte de chaque instant pour la survie, une danse macabre avec la mort, la maladie et la faim. Naître dans ce système, c'était être jeté dans cette fournaise dès le premier jour. Il n'y avait pas de choix, pas d'échappatoire. L'avenir était déjà écrit, un labeur incessant, jusqu'à ce que le corps cède. Les enfants étaient souvent initiés à ces travaux dès l'âge de 5 ou 6 ans, commençant par des tâches comme transporter de l'eau aux travailleurs adultes ou ramasser les petites cannes tombées. Mais très vite, ils rejoignaient les rangs des coupeurs ou des planteurs, leur petit corps déjà mis à l'épreuve. L'enfance était un concept inconnu. Le jeu, l'apprentissage, la tendresse parentale, tout cela était subordonné aux exigences impitoyables du champ de canne. C'était une vie où chaque muscle, chaque fibre de votre être était dédiée à la production de sucre, sans jamais en goûter la douceur, juste l'amertume du sang et de la sueur. Si le travail dans les champs était épuisant, celui dans le moulin à sucre ou sucrerie était carrément infernal. C'était une autre facette de l'horreur, peut-être encore plus dangereuse et terrifiante. Une fois coupée, la canne devait être traitée sans délai. Le moulin était le cœur de la plantation, le lieu de la transformation magique et brutale du jus de canne en sucre cristallisé. Mais pour les esclaves, c'était un lieu de danger constant, de chaleur étouffante et d'accidents macabres. La première étape était le broyage. La canne était passée entre d'énormes rouleaux en acier, souvent actionnés par des bœufs, des chevaux ou, dans les moulins plus avancés, par la force hydraulique ou éolienne. La tâche des esclaves, souvent des femmes et des enfants, était d'alimenter ces rouleaux avec les lourdes tiges de canne. Imaginez l'opération. Des machines bruyantes et massives, des rouleaux qui ne s'arrêtaient jamais, et la nécessité d'introduire la canne rapidement pour maintenir la cadence. La fatigue, l'inattention d'un instant, une glissade, et c'était la catastrophe. Des mains, des bras entiers pouvaient être happés et broyés par ces rouleaux. Les accidents étaient fréquents et horribles. L'amputation était une issue courante, souvent réalisée rudimentairement sur place, sans anesthésie ni hygiène, menant souvent à l'infection et à la mort. Une fois le jus extrait, il passait à l'étape suivante, la cuisson. Le jus de canne était bouilli dans une série de grandes cuves en métal, appelées chaudières ou tiches, sous un feu intense. C'était le bouillon de l'enfer. La chaleur dans ces salles était suffocante, l'humidité écrasante. Les esclaves, souvent torse nu à cause de la chaleur, devaient écumer la surface du jus bouillant pour en retirer les impuretés ou transférer le liquide d'une cuve à l'autre à l'aide de louches géantes. Un faux pas, une chute, et c'était l'ébouillantement instantané dans un liquide visqueux et brûlant. Les brûleurs graves étaient monnaie courante, et comme pour les amputations, les soins étaient rarement suffisants, entraînant douleurs atroces, infections et décès. Ces chaudières étaient souvent si grandes qu'un homme pouvait s'y noyer. Les esclaves, épuisés, sous l'effet de la chaleur et de la fatigue, s'évanouissaient parfois ou perdaient pied, finissant dans le jus bouillant. C'était une mort terrible, une souffrance inimaginable. L'odeur du sucre brûlé, de la sueur et parfois du sang devait imprégner ces lieux, créant une atmosphère d'horreur palpable.
Le travail continuait jour et nuit pendant la saison de coupe, sans arrêt, pour ne pas laisser le jus de canne fermenter et perdre sa valeur. Les équipes se relayaient, mais la fatigue ne diminuait jamais vraiment. Après la cuisson, le sucre était transféré dans d'autres cuves pour la cristallisation et ensuite dans des moules coniques pour s'égoutter. Là encore, le danger était présent. Manipulation de lourdes masses de sucre semi-liquide et chaud, risque de brûlure, de chute. Puis venait le conditionnement en baril pour l'exportation. Tout ce processus exigeait une coordination parfaite et un travail acharné, et chaque étape était supervisée avec une brutalité implacable. Les maîtres et contremaîtres ne toléraient aucune erreur, aucun ralentissement, car chaque minute perdue signifiait une perte de profit. Le moulin n'était pas seulement un lieu de travail, c'était un symbole de l'industrialisation barbare, où le corps humain était la principale machine, sacrifiée sur l'autel du profit. Les esclaves qui travaillaient dans ces moulins avaient une espérance de vie encore plus courte que ceux des champs, s'ils n'étaient pas victimes d'un accident. Ils succombaient souvent à des maladies pulmonaires dues à l'inhalation de fumée et de vapeur ou à des infections liées aux blessures. La vie y était une course contre la montre, chaque jour étant une épreuve de survie. Être esclave, c'est être programmé pour affronter l'un ou l'autre de ces enfers. Le soleil ardent et les machettes des champs, ou la chaleur suffocante et les machines broyeuses du moulin. Il n'y avait pas de qualification, pas de choix de carrière. Votre destin était dicté par la demande de sucre et la cruauté du système. C'est une histoire de corps transformé en outil, de vie réduite à une fonction, et d'humanité niée pour le goût sucré d'une élite lointaine. La souffrance endurée dans ces moulins est un témoignage glaçant de la brutalité de l'esclavage et de la capacité de l'homme à exploiter l'homme au nom du profit. Ce que l'on retient de ces descriptions, c'est l'omniprésence du danger et de la mort. Chaque jour, c'était une loterie, chaque tâche une menace. Il n'y avait aucune sécurité, aucune protection. C'était une vie à l'extrême limite de l'endurance humaine, où le corps était poussé au-delà de ses limites, jusqu'à la rupture. Et cette rupture, qu'elle soit due à un accident, une maladie ou un épuisement total, était souvent la seule échappatoire à cette prison à ciel ouvert et à l'enfer industriel du moulin. Au-delà de l'horreur des champs et des moulins, la vie quotidienne des esclaves sur une plantation de sucre était une lutte constante pour la survie, marquée par la privation et la déshumanisation. Leurs habitations étaient rudimentaires, souvent de petites cabanes en bois ou en terre battue, avec des toits de chaume. Elles étaient surpeuplées, mal ventilées, sans hygiène minimale, ce qui favorisait la propagation rapide des maladies. Il n'y avait pas d'intimité, pas de confort. Ces cases d'esclaves n'étaient pas des foyers au sens où nous l'entendons, mais plutôt des abris temporaires entre deux journées de labeur. La nourriture était souvent insuffisante et de mauvaise qualité. La ration typique se composait de manioc, de maïs, de patates douces et parfois d'une petite portion de poisson salé ou de viande de piètre qualité. Elle était à peine suffisante pour maintenir les corps en état de travailler, mais certainement pas pour une nutrition optimale. La faim était une compagne constante, affaiblissant les corps, rendant les esclaves plus vulnérables aux maladies. La malnutrition entraînait des carences, des maladies osseuses et un manque général d'énergie. Les mères enceintes ou allaitantes souffraient particulièrement, impactant la santé de leurs enfants dès le plus jeune âge. Les vêtements étaient également minimaux et de piètre qualité. Quelques morceaux de tissu grossier qui s'usaient rapidement sous l'effet du travail et des intempéries. Il n'y avait pas de quoi se protéger efficacement du soleil, de la pluie, du froid relatif des nuits ou des insectes. Le manque d'hygiène, l'absence d'accès à l'eau potable propre et à des installations sanitaires adéquates étaient des facteurs majeurs de maladies. Des épidémies de choléra, de dysenterie, de typhoïde ravageaient régulièrement les communautés esclaves, qui n'avaient ni les défenses immunitaires ni les médicaments pour y faire face. Mais au-delà des conditions physiques, la souffrance psychologique était omniprésente. La plus grande des cruautés était peut-être la destruction systématique des liens familiaux. Bien que des familles se formaient au sein des plantations, elles étaient extrêmement fragiles. Les maîtres avaient le pouvoir absolu de vendre n'importe quel membre de la famille à tout moment et sans préavis. Un enfant pouvait être arraché à sa mère et un mari à sa femme, un frère à sa sœur, pour être envoyé sur une autre plantation à des centaines de kilomètres, sans jamais avoir la possibilité de se revoir. Cette menace constante de séparation planait au-dessus de chaque famille, créant une anxiété profonde et un traumatisme durable. Le concept même de famille était dévoyé, les unions n'étaient pas reconnues légalement, les enfants appartenaient à la mère, et donc au maître de la mère.
Le père n'avait aucun droit parental légal. Cette structure visait à empêcher la formation d'unités familiales stables qui auraient pu servir de base à une résistance ou à une identité indépendante. Elle réduisait les esclaves à des individus isolés, dépendant uniquement du maître pour leur survie et leur appartenance. C'était une stratégie délibérée pour briser leur esprit et leur volonté de résister. La violence sexuelle était également une triste réalité pour de nombreuses femmes esclaves, souvent contraintes de subir les abus des maîtres ou des contremaîtres. Ces viols étaient un autre aspect de la déshumanisation et du pouvoir absolu exercé par les esclavagistes. Les enfants issus de ces unions forcées étaient eux aussi esclaves, renforçant le cycle de la servitude et le traumatisme des mères. Il n'y avait pas de justice, pas de recours. La parole d'une femme esclave n'avait aucune valeur face à celle d'un homme blanc. Pour ceux qui naissaient dans ce système, leur enfance était une succession de privations. Pas de jeux insouciants, pas d'apprentissage ludique, pas de protection réelle. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, les enfants étaient intégrés dans de petits groupes de travail effectuant des tâches légères mais continues. Ils grandissaient en observant la brutalité et la souffrance, intériorisant leur statut et la peur des châtiments. L'espoir était une denrée rare. Le futur était une reproduction du présent, une répétition sans fin du labeur et de la servitude. Malgré toutes ces tentatives de déshumanisation, les esclaves ont développé des stratégies de survie, des formes de résistance culturelle et spirituelle. Ils ont créé leur propre langue, créone, leur musique, leur danse, leur religion, souvent syncrétique, mélangeant des croyances africaines et chrétiennes, leurs contes. Ces éléments culturels étaient des moyens de préserver une part de leur humanité, de maintenir un lien avec leurs ancêtres et de transmettre un héritage, malgré la volonté des maîtres de tout effacer. Ces pratiques étaient des actes de courage et de résilience, des lueurs d'espoir dans un monde d'une obscurité abyssale. Mais cela n'enlève rien à l'horreur fondamentale de leurs conditions. Face à une telle brutalité, il est facile d'imaginer que l'esprit humain finirait par se briser totalement. Pourtant, au-delà de l'horreur indicible, il y a toujours eu des étincelles de résistance et une résilience extraordinaire parmi les populations esclaves. Naître esclave, c'était naître dans un état de guerre permanente, une guerre pour la dignité, pour la survie de l'esprit, même si le corps était enchaîné. Les formes de résistance étaient multiples. Elles pouvaient être ouvertes et violentes, comme les révoltes d'esclaves, la plus célèbre étant celle qui a mené à l'indépendance d'Haïti en 1804. Mais elles étaient souvent plus discrètes, le ralentissement du travail, un sabotage discret, la destruction d'outils, la fuite, le marronnage où les esclaves s'échappaient pour former des communautés libres dans les forêts ou les montagnes, ou même le suicide, considéré par certains comme l'ultime acte de liberté. Ces actes, même s'ils étaient souvent punis avec une cruauté extrême, rappelaient aux maîtres que l'esprit humain ne pouvait être entièrement asservi. La résilience se manifestait aussi par la préservation et la création de cultures. Comme mentionné précédemment, la musique, la danse, les contes, les pratiques religieuses syncrétiques comme le vaudou ou le candomblé sont devenus des piliers de l'identité et de la solidarité. Ces expressions culturelles étaient des lieux de mémoire, des moyens de transmettre l'histoire, les valeurs et l'espoir d'une vie meilleure aux générations futures. Elles permettaient de maintenir un sentiment d'appartenance et de dignité face à un système qui cherchait à tout prix à les effacer. Les histoires de Compère Lapin ou Anansi, par exemple, véhiculaient des messages de ruse et de subversion de l'ordre établi, offrant un exutoire et une forme d'enseignement aux enfants. L'héritage de l'esclavage sur les plantations de sucre est immense et se fait encore sentir aujourd'hui. Il a façonné la démographie, la culture, l'économie et les structures sociales de nombreuses nations des Caraïbes et des Amériques. Les inégalités raciales, la pauvreté structurelle, les traumatismes intergénérationnels sont des conséquences directes de cette période. Il est crucial de reconnaître cet héritage, de le comprendre et de continuer à déconstruire les mythes qui ont permis à ce système de perdurer. Ce n'est pas juste une histoire lointaine, c'est une histoire vivante qui nous affecte tous. Comprendre pourquoi il était atroce de naître esclave sur une plantation de sucre, c'est comprendre la profondeur de la déshumanisation, la brutalité du travail, la destruction des familles et l'impact durable sur des millions d'individus. C'est aussi reconnaître la force et la dignité de ceux qui ont enduré cette épreuve et leur immense contribution au monde, souvent dans l'oubli. Leur histoire est un rappel poignant de la capacité de l'humanité à la cruauté, mais aussi de sa capacité à résister, à survivre et à espérer, même dans les circonstances les plus sombres. N'oublions jamais que derrière chaque once de sucre, il y a eu des millions de vies broyées.
Ce n'est pas un simple fait historique, c'est un chapitre fondateur de notre modernité, qui nous oblige à la réflexion et au souvenir. Chaque fois que nous consommons du sucre, il est bon de prendre un instant pour se souvenir du prix humain exorbitant qui a été payé pour sa production pendant des siècles. Le passé est là pour nous enseigner, pour nous avertir et pour nous inspirer à construire un futur plus juste. Nous arrivons au terme de notre exploration sur un sujet qui, je l'espère, vous a apporté une perspective plus profonde sur l'horreur de n'être esclave dans les plantations de sucre. Ce que nous avons découvert ensemble, c'est une réalité d'une brutalité inimaginable, un système où la vie humaine était dévalorisée au point d'être réduite à un simple outil de production. Du moment de leur naissance, ces individus étaient des propriétés, privés de nom, de famille, de dignité et de tout espoir. Nous avons parcouru les champs de canne où la chaleur, l'humidité et le labeur exténuant brisaient les corps. Nous avons plongé dans l'enfer des moulins, ces lieux de danger constant où les accidents mortels et les blessures atroces étaient monnaie courante. Nous avons vu comment les conditions de vie, l'insalubrité, la faim, la maladie décimaient les populations et comment la menace constante de la séparation familiale brisait les cœurs et les esprits. C'était une existence sans répit, sans espoir d'une fin meilleure, dictée par la demande insatiable du monde pour cette denrée douce. Et nous avons aussi effleuré la résilience incroyable, la force d'âme et la capacité de ces personnes à créer et à maintenir une culture, à résister par de petits actes ou de grandes révoltes, à transmettre des bribes d'espoir et d'identité à travers les générations. Leur histoire n'est pas seulement celle de la souffrance, c'est aussi celle de la dignité arrachée, de la persévérance et de l'affirmation de leur humanité face à l'oppression la plus systémique. Cette histoire est un rappel puissant que l'humanité est capable du meilleur comme du pire. Elle nous pousse à interroger notre propre consommation, à nous souvenir du passé pour mieux construire le futur, et à ne jamais tolérer l'injustice, sous quelque forme que ce soit. Je vous encourage vivement à approfondir vos connaissances sur ce sujet, à lire, à écouter, à regarder d'autres documentaires. Si ce voyage à travers l'histoire vous a éclairé et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches pour que cette histoire soit toujours racontée. Et bien sûr, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Laissez-nous un commentaire pour partager vos pensées et vos réflexions sur ce sujet important. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau chapitre d'histoire.